Imaginez qu'on efface votre véritable histoire et que 7 siècles après votre mort, Hollywood vous en invente une nouvelle. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à William Wallace, le fameux héros écossais incarné au cinéma par Mel Gibson. Car l'homme de Brevard et celui qui a réellement combattu les Anglais ont finalement très peu de choses en commun. Alors, qui était vraiment William Wallace? La paix avant la tempête. Pour comprendre qui était vraiment William Wallace, il faut d'abord oublier le film et revenir dans une Écosse qu'Hollywood ne montre presque jamais, une Écosse en paix. Car effectivement, en 1286, c'est bien le roi Alexandre III qui règne sur le pays, et ce depuis plus de 30 ans. Cependant, une nuit, il chevauche près du village de Kinghorn, dans le but de rejoindre sa jeune épouse. Mais dans l'obscurité, le roi est séparé de ses compagnons. Quelques heures plus tard, on retrouve son corps au pied d'un escarpement. Il est mort. Et c'est justement cette mort qui va bouleverser le destin de l'Écosse. Car avant cet événement, le royaume était stable et indépendant. Contrairement à ce que laisse penser Brevard, l'Angleterre ne contrôle pas l'Écosse. Édouard Ier n'a pas encore envahi le royaume. Le véritable problème vient d'ailleurs. Alexandre III ne laisse aucun enfant vivant. Son héritière, en fait, est sa petite fille, Marguerite. Problème, elle n'a que 3 ans et elle vit en Norvège. On la connaît aujourd'hui sous le nom de la pucelle de Norvège. En attendant son arrivée, plusieurs nobles écossais prennent en charge le gouvernement. Ce sont en fait les gardiens du royaume. Pendant quelques années, ils parviennent à maintenir la stabilité. Puis en 1290, Marguerite prend enfin la mer pour rejoindre son royaume, sauf qu'elle n'arrivera jamais en Écosse. En effet, pendant le voyage, la petite fille tombe malade et elle meurt dans les Orcades à seulement 7 ans. Et cette fois, la situation devient extrêmement dangereuse, car l'Écosse n'a plus de souverain et surtout, elle n'a plus d'héritier incontestable. Édouard Ier, arbitre et maître. Le trône écossais étant donc libre, une dizaine de prétendants réclament dès lors la couronne. Mais seulement 2 candidats sortent du lot. D'un côté, Robert Bruce, le grand-père du futur roi Robert Ier, de l'autre, Jean de Balliol. Le problème, c'est qu'aucun des deux ne veut céder, et l'Écosse risque maintenant de basculer dans la guerre civile. Les nobles écossais prennent alors une décision qui va se retourner contre eux. Ils demandent en effet à un roi étranger de trancher. Ce roi, c'est Édouard Ier d'Angleterre. On le surnomme Longshanks, autrement dit longue jambe, en raison de sa grande taille. Et Édouard connaît déjà très bien la guerre. Quelques années plus tôt, il a conquis le pays de Galles. Le dernier prince gallois indépendant a été vaincu et tué. Mais Édouard Ier n'est pas simplement le tyran sanguinaire montré dans Brevard. C'est en fait un souverain expérimenté. C'est aussi un roi profondément religieux et un mari réputé fidèle. Mais c'est surtout un homme extrêmement ambitieux. Et l'occasion que lui offrent les Écossais est beaucoup trop belle. Avant même de régler la succession, Édouard pose ses conditions. Il exige d'être reconnu comme seigneur suprême de l'Écosse. Autrement dit, il accepte de choisir le prochain roi écossais, mais il veut d'abord que ce roi reconnaisse son autorité. En 1292, Édouard rend finalement sa décision. Jean de Balliol devient roi d'Écosse, mais très vite, Édouard commence à intervenir dans les affaires du royaume. Il exige notamment des hommes et de l'argent pour ses guerres. Et forcément, les nobles écossais finissent par en avoir assez. Résultat, ils retirent une grande partie du pouvoir à Balliol et prennent eux-mêmes les décisions. Puis, ils font quelque chose qu'Édouard ne peut pas accepter, il s'allie avec la France. Or, à ce moment-là, la France est précisément l'ennemi de l'Angleterre. Cette alliance entre Français et Écossais deviendra célèbre sous le nom de Vieille Alliance ou Old Alliance. Pour Édouard, c'en est trop. En 1296, l'armée anglaise envahit l'Écosse. Sa première grande cible est Berwick. À l'époque, c'est l'une des villes les plus riches du royaume. La ville tombe et ce qui suit est terrible. Les troupes anglaises massacrent une partie de la population. Le nombre exact de victimes reste incertain, mais les récits médiévaux parlent de plusieurs milliers de morts. Puis Édouard poursuit sa campagne. L'armée écossaise est écrasée à Dunbar. Jean de Balliol est capturé et déposé. L'Écosse n'a de nouveau plus de roi. Édouard installe alors son administration dans le royaume et surtout il emporte avec lui l'un des plus grands symboles de la monarchie écossaise, la fameuse pierre de Scone. Depuis des siècles, cette pierre joue un rôle central dans le couronnement des rois d'Angleterre. Édouard l'a fait transporter jusqu'à l'abbaye de Westminster et elle n'est officiellement rendue à l'Écosse qu'en 1996, soit 700 ans plus tard. Et voilà comment commence réellement la guerre racontée dans Brevard.
pas avec des nobles écossais enfermés dans une cabane et pendus comme au début du film. La réalité est beaucoup plus politique. Une crise de succession, un roi anglais qui profite de la situation et finalement une invasion. C'est dans cette Écosse occupée qu'un homme encore presque inconnu va bientôt apparaître, William Wallace. Qui était William Wallace ? C'est donc dans ce contexte que grandit William Wallace. Et là encore, le film prend énormément de liberté. Dans Braveheart, le père de Wallace s'appelle Malcolm et c'est un simple fermier. Il meurt en combattant les Anglais alors que William est encore enfant. Le jeune garçon quitte ensuite l'Écosse avec son oncle Argyle. Celui-ci l'emmène voyager en Europe et lui donne une solide éducation. Mais presque rien de tout cela n'est attesté. Pour commencer, le père de Wallace ne s'appelait probablement pas Malcolm. Il s'appelait en fait Alan. Comment on le sait ? Eh bien grâce au sceau personnel de Wallace, conservé sur une lettre envoyée en 1297 à la ville de Lubeck. Wallace s'y présente comme William, fils d'Alan Wallace. Et contrairement au film, rien ne permet d'affirmer que son père ait été tué par les Anglais pendant son enfance. D'ailleurs, à cette époque, cela paraît peu probable. En effet, la guerre ouverte entre l'Angleterre et l'Écosse ne commence qu'en 1296. Wallace est alors déjà un jeune homme. Autre différence importante, Wallace n'était probablement pas un simple paysan. Sa famille appartenait vraisemblablement à la petite noblesse écossaise, et forcément, ça change le personnage. Wallace a sans doute reçu une certaine éducation, il a aussi grandi dans un milieu bien différent de celui montré dans le film. Quant à son fameux oncle Argyle, celui qui l'emmène parcourir l'Europe, eh bien rien ne prouve qu'il ait existé. Alors une question se pose, pourquoi Wallace prend-il les armes contre les Anglais ? Là encore, Braveheart nous donne une explication très simple, la vengeance. Sauf que la réalité est beaucoup moins claire. Après la conquête anglaise de 1296, de nombreux Écossais prêtent serment à Édouard Ier. Leurs noms apparaissent dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Ragman Rolls. Mais la domination anglaise provoque rapidement des résistances. Et au printemps 1297, Wallace apparaît soudainement dans les sources. En mai, il tue William de Esselrig, le shérif anglais de Lanark. Mais pourquoi ça ? Eh bien, on ne le sait pas avec certitude. Une tradition plus tardive raconte que Wallace voulait venger la mort de sa femme, sauf que cette histoire apparaît bien après les événements. Les sources contemporaines ne permettent pas de la confirmer. Ce qui est certain en revanche, c'est que Wallace vient de franchir un point de non-retour. Il attaque ensuite d'autres positions anglaises et rassemble des hommes autour de lui. Et surtout, il est loin d'être le seul. Partout en Écosse, la révolte commence à prendre de l'ampleur. En quelques mois, celui qui était encore presque inconnu va devenir l'un des hommes les plus dangereux pour l'autorité anglaise. Droit de cuissage et épouse. Avant de continuer, il faut parler de deux inventions de Braveheart qui ont particulièrement marqué les spectateurs. La première, c'est le fameux droit de cuissage. Dans le film, Édouard Ier autorise les nobles anglais à coucher avec une jeune mariée écossaise lors de sa nuit de noces. Le film appelle cela la prima nocte, autrement dit, la première nuit. Le problème, c'est qu'on n'a aucune preuve qu'une telle loi ait existé dans l'Écosse de cette époque. Plus largement, l'idée du droit de cuissage apparaît dans différents récits au cours de l'histoire. Sauf que son existence comme véritable droit légal au Moyen-Âge est très contestée. Et surtout, rien ne permet de l'attribuer à Édouard Ier. Alors pourquoi ajouter cette scène ? Eh bien tout simplement parce qu'elle rend le roi anglais immédiatement détestable. Et elle permet aussi de justifier un élément essentiel du film, le mariage secret de Wallace. C'est ce qui nous amène à la deuxième invention, la dénommée Meuron. Dans Braveheart, Wallace épouse en effet cette dernière en secret pour échapper justement à ce fameux droit de cuissage. Puis, un soldat anglais tente de l'agresser. Meuron se défend, mais elle est capturée. Peu après, elle est exécutée. Et c'est justement sa mort qui pousse Wallace à se venger. Sauf que là encore, l'histoire est beaucoup moins claire. En effet, aucune source contemporaine ne permet d'affirmer que William Wallace ait été marié. Cette histoire apparaît surtout près de 2 siècles plus tard dans le récit de Blind Harry consacré à Wallace. Dans ce texte, Wallace a bien une compagne. Sa mort aux mains des Anglais devient l'une des raisons de sa révolte. Mais nous sommes déjà dans un récit écrit longtemps après les événements où l'histoire et la légende se mélangent. Nous reparlerons d'ailleurs plus en détail de ce fameux Blind Harry en fin de vidéo. Quoi qu'il en soit, dans le film, Wallace a bien une épouse et elle se nomme Meuron. Un prénom qui aurait notamment été choisi pour éviter la confusion avec Marion, un nom traditionnellement associé à Robin des Bois.
Et dans Braveheart, cette épouse inventée tombe littéralement à pic, car elle donne à Wallace une raison personnelle de se battre. Sa révolte n'est plus seulement politique, elle devient une véritable vengeance. Mais historiquement, il faut bien le reconnaître, nous ne savons pas ce qui pousse exactement Wallace à tuer le shérif de Lanark en 1297. Ce que l'on sait en revanche, c'est que sa révolte éclate dans une Écosse qui vient d'être conquise par Édouard Ier, et ça suffit largement à expliquer pourquoi les Écossais prennent les armes. Andrew Moray, le grand oublié. Il y a pourtant un personnage essentiel dans cette histoire que Braveheart fait complètement disparaître. Il s'appelle Andrew Moray. Moray est le fils d'un puissant baron du nord de l'Écosse. Comme Wallace, il refuse l'occupation anglaise. Mais contrairement à ce que laisse penser le film, Wallace n'est donc pas le seul à lancer une révolte. En effet, Moray mène la sienne dans le nord du pays. En 1296, il est capturé par les Anglais et emprisonné. Sauf qu'il réussit à s'échapper et presque immédiatement, il reprend le combat. Pendant que Wallace agit surtout dans le sud de l'Écosse, Moray mène sa propre campagne dans le nord. Les deux hommes combattent alors à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Moray s'attaque notamment aux châteaux occupés par les Anglais et progressivement, la rébellion gagne du terrain. En quelques mois, une grande partie du nord échappe au contrôle anglais. Puis, en 1297, Wallace et Moray réunissent leurs forces. À partir de là, ils dirigent ensemble la résistance. Et il y a un détail important. Aujourd'hui, Wallace écrase complètement Moray dans notre mémoire, sauf qu'à l'époque, ce n'était probablement pas le cas. Moray appartient en effet à une famille beaucoup plus puissante. Son père est un baron important. Wallace, lui, vient d'un milieu beaucoup plus modeste, en fait de la petite noblesse. Or, dans la société médiévale, ce genre de différence compte énormément. Par son rang, Moray possède donc probablement davantage d'autorité que Wallace au début de leur association. Et c'est ensemble que les deux hommes vont affronter une armée anglaise beaucoup plus puissante. Le lieu choisi pour l'attendre va devenir célèbre, le pont de Stirling. Le pont de Stirling. Dans Braveheart, la bataille de Stirling ressemble à une immense charge en plein champ. Les Écossais font face aux Anglais, puis ils chargent. Mais la véritable bataille ne s'est pas du tout déroulée comme ça. En réalité, tout se joue autour d'un élément essentiel, un pont. Et curieusement, ce pont n'apparaît même pas dans le film. Nous sommes en septembre 1297. Pour atteindre l'armée écossaise, les Anglais doivent traverser la rivière Forth. Et pour cela, ils doivent emprunter un pont de bois très étroit. Voilà, ces Moray, eux, sont positionnés près de Abercraig, une hauteur qui domine les environs. Et surtout, ils ne bougent pas, ils se contentent d'attendre. Les Anglais commencent à traverser le pont, mais le passage est tellement étroit que l'armée avance très lentement. Petit à petit, des soldats atteignent l'autre rive et les Écossais les laissent faire. Ils attendent qu'une partie suffisamment importante de l'armée anglaise ait traversé, puis, au moment choisi, ils attaquent. Les Écossais foncent sur les troupes qui viennent de passer la rivière et surtout, ils coupent leur accès au pont. Le piège se referme sur eux. Les soldats anglais qui ont traversé ne peuvent plus recevoir facilement de renforts et derrière eux, la rivière bloque leur retraite. Le combat tourne rapidement au désastre. Une partie des Anglais tente bien de rejoindre l'autre rive, certains se jettent même dans la Forth et se noient. Pendant ce temps, le reste de l'armée anglaise se trouve toujours de l'autre côté de la rivière. Elle assiste au massacre sans pouvoir intervenir efficacement. C'est précisément le pont qui permet aux Écossais de neutraliser une armée pourtant supérieure. Et c'est ce qui rend son absence dans Braveheart assez incroyable. Parmi les morts se trouve également Hugh de Cressingham. C'est en fait le trésorier anglais chargé notamment de l'administration financière de l'Écosse. Et les Écossais le détestent. En effet, certaines chroniques racontent qu'après la bataille, son cadavre est écorché. Des morceaux de sa peau auraient même été conservés comme trophée. Mais la victoire écossaise a aussi un prix. Andrew Moray est grièvement blessé. Il survit quelque temps après la bataille, mais finit par mourir de ses blessures quelques semaines plus tard. Et cette mort change complètement la suite de l'histoire, car Moray était jusque-là l'un des deux grands chefs de la rébellion. Désormais, Wallace se retrouve pratiquement seul au premier plan. Quelques mois plus tard, il devient gardien du royaume d'Écosse. Moray, lui, disparaît progressivement de la mémoire populaire. Pourtant, sans lui, la victoire de Stirling aurait peut-être été impossible. Et plusieurs siècles plus tard, Braveheart ira encore plus loin. Le film supprimera tout simplement Andrew Moray de l'histoire. Le mensonge des costumes. Parlons maintenant de l'image la plus célèbre de Braveheart. William Wallace, le visage peint en bleu, vêtu d'un kilt en tartan et armé d'une immense épée. Cette image est devenue un symbole de l'Écosse médiévale. Pourtant, elle est fausse sur presque tous les points.
Commençons par la peinture bleue. Ce type de peinture est surtout associé aux anciens peuples de Bretagne, notamment aux Pictes. Et là, on remonte plusieurs siècles avant Wallace, en fait à l'époque où les Romains combattaient dans le nord de la Grande-Bretagne. D'ailleurs, le nom Picte vient du latin picti, que l'on peut traduire par les hommes peints. Mais à l'époque de Wallace, au XIIIe siècle, cette image appartient déjà à un passé très lointain. Wallace ne combattait donc probablement pas le visage peint en bleu. Ensuite, il y a le fameux kilt en tartan. Là encore, il y a un gros problème, car le grand kilt écossais, tel qu'on l'imagine, apparaît plusieurs siècles après Wallace, probablement à partir du XVIe siècle. Quant au tartan, associé à des clans précis, eh bien cette tradition se développe surtout beaucoup plus tard. À l'époque de Wallace, les guerriers écossais ressemblent finalement beaucoup plus aux Anglais que dans le film. Certains portent même des protections de mailles, d'autres combattent avec des vêtements beaucoup plus simples. Bref, sur un véritable champ de bataille du XIIIe siècle, les deux camps auraient été beaucoup moins faciles à distinguer. Et puis, il y a l'épée. Dans Braveheart, Wallace manie une immense épée à deux mains. Ce type de grande épée est surtout associé à des périodes plus tardives de l'histoire écossaise. Pourtant, une gigantesque épée est aujourd'hui encore présentée comme celle de Wallace au monument qui lui est consacré à Stirling. Elle mesure plus d'1,60 m, mais son authenticité est très discutée. Elle pourrait avoir été modifiée, voire assemblée à partir d'éléments datant de périodes différentes. On ne sait donc pas précisément quelle arme Wallace utilisait. Sans doute, une épée plus classique pour la fin du XIIIe siècle reste beaucoup plus vraisemblable que l'arme devenue célèbre grâce au film. Alors oui, historiquement, Braveheart prend ici énormément de liberté, mais pour une fois, on peut comprendre pourquoi. Imaginez les grandes scènes de bataille avec des Écossais et des Anglais habillés presque de la même manière. Pour le spectateur, tout devient beaucoup plus difficile à suivre. Mel Gibson fait donc un choix très simple. Il ne cherche pas à montrer les Écossais tels qu'ils étaient, il cherche à faire en sorte qu'on les reconnaisse immédiatement. Et de ce point de vue, difficile de dire que cela n'a pas fonctionné. La bataille de Falkirk. Après Stirling, Wallace devient gardien de l'Écosse. La victoire lui donne une immense autorité et très vite, il décide de porter la guerre chez l'ennemi. Ses hommes traversent la frontière et lancent des raids dans le nord de l'Angleterre. Des villages sont pillés et incendiés. Les populations civiles subissent elles aussi les violences de la guerre. Sur ce point, Braveheart ne cache donc pas complètement la réalité. Mais l'année suivante, tout bascule. Nous sommes en juillet 1298. Cette fois, Édouard Ier vient lui-même affronter Wallace. Le roi anglais est de retour d'une campagne de France et la veille de la bataille, il lui arrive quelque chose d'assez incroyable. Alors qu'il dort dans son camp, son cheval le blesse accidentellement. Malgré cela, Édouard prend bien le commandement de son armée le lendemain. La bataille se déroule près de Falkirk. Dans le film, les Anglais commencent par envoyer des soldats irlandais contre les Écossais. Mais au dernier moment, les Irlandais refusent de combattre leurs frères celtes et rejoignent Wallace. Cette scène est complètement inventée. Ce qui va réellement faire la différence à Falkirk, eh bien, c'est beaucoup moins romantique. Ce sont notamment les archers de l'armée anglaise. Wallace a quant à lui organisé ses fantassins en grande formation compacte de lanciers. On appelle cela les schiltrons. Imaginez des centaines d'hommes serrés les uns contre les autres, avec leurs longues lances pointées vers l'extérieur. Face à la cavalerie, c'est redoutable. Les chevaliers anglais chargent, mais les formations écossaises résistent. Alors les Anglais changent de méthode, ils utilisent leurs archers. Leurs flèches s'abattent sur les schiltrons et contrairement à la cavalerie, elles peuvent frapper les Écossais à distance. Les formations commencent alors à se désorganiser et à partir de là, la cavalerie anglaise peut reprendre l'attaque. Et cette fois, les Écossais sont écrasés. Le film donne pourtant une autre explication à la défaite. Il montre des nobles écossais qui abandonnent Wallace après avoir été achetés par Édouard. En réalité, la cavalerie écossaise semble bien avoir quitté le champ de bataille, sauf que rien ne prouve qu'elle ait été soudoyée par le roi anglais. Et puis vient l'une des scènes les plus importantes du film. Wallace affronte un chevalier anglais. Il le fait tomber de son cheval, puis il découvre son visage. Il s'agit en fait de Robert Bruce. Pour Wallace, c'est une trahison terrible, sauf que cette scène n'a jamais eu lieu. Robert Bruce n'était même pas présent à Falkirk, du moins aucune source fiable ne permet de l'y placer avec certitude. Et surtout, il n'a jamais affronté Wallace au service d'Édouard Ier. Le film invente également le père de Robert Bruce tel qu'on le voit à l'écran. Il n'était pas ce vieil homme lépreux qui manipulait son fils dans l'ombre. En revanche, le film s'appuie ici sur une réalité intéressante.
Robert Bruce a effectivement eu une position politique beaucoup plus ambiguë que Wallace. En effet, au cours de cette période, il change plusieurs fois de position entre résistance à Édouard et soumission au roi anglais. Et c'est probablement cette hésitation historique que Brevard transforme en trahison personnelle. Mais sur le champ de bataille de Falkirk, les choses sont beaucoup plus simples. Ce n'est pas Robert Bruce qui provoque la chute de Wallace, c'est tout simplement l'armée d'Édouard Ier. Le vrai Brevard. Voici peut-être la trahison la plus étonnante commise par Brevard. Elle se trouve dans le titre lui-même, car contrairement à ce que beaucoup imaginent, Brevard, le cœur vaillant donc en français, n'était pas le surnom de William Wallace. Ce nom est en réalité associé à Robert Bruce, et l'histoire qui se cache derrière est assez incroyable. En 1329, Robert Bruce est roi d'Écosse, sauf qu'il est mourant, et avant de mourir, il pense à une promesse qu'il n'a jamais pu accomplir, partir en croisade. Il confie alors une dernière mission à l'un de ses chevaliers les plus fidèles, Sir James Douglas. Après sa mort, il veut que son cœur soit retiré de son corps. Puis, il demande à Douglas de l'emporter en croisade. Suite à ça, Robert Bruce meurt et son cœur est alors embaumé et placé dans un petit coffret. Douglas prend ensuite la route avec plusieurs chevaliers. Son intention est donc de rejoindre la Terre Sainte. Sauf qu'en chemin, il passe par l'Espagne. Là, il rejoint les forces chrétiennes du roi de Castille qui combattent le royaume musulman de Grenade. En 1330, Douglas participe même à la bataille de Théba. Et le combat tourne mal. Douglas et plusieurs de ses hommes se retrouvent isolés face à l'ennemi. Et c'est à ce moment-là que l'histoire entre dans la légende. Selon une tradition plus tardive, Douglas aurait détaché le coffret contenant le cœur de Robert Bruce. Puis, il l'aurait lancé devant lui au milieu du combat. Il aurait alors prononcé une phrase restée célèbre : « Va devant, cœur vaillant, comme tu l'as toujours fait, et Douglas te suivra ou mourra ». Suite à ça, Douglas charge et il est tué pendant la bataille. Mais l'histoire du cœur de Robert Bruce ne s'arrête pas là. Après le combat, ses compagnons retrouvent le corps de Douglas. Ils récupèrent également le coffret contenant le cœur du roi. Le voyage vers la Terre Sainte est abandonné et le cœur traverse donc une nouvelle fois l'Europe, cette fois-ci dans l'autre sens, pour être ramené en Écosse. Et conformément aux dernières volontés de Robert Bruce, son cœur est finalement enterré à l'abbaye de Melrose. Son corps, lui, repose ailleurs, à l'abbaye de Dunfermline. Robert Bruce possède donc, en quelque sorte, deux tombeaux, l'un pour son corps et l'autre pour son cœur. Et c'est cette histoire qui va contribuer à associer Robert Bruce à l'expression Braveheart, le cœur vaillant, ce qui rend le titre du film particulièrement ironique. Le film s'appelle en effet Braveheart en hommage à William Wallace, alors que le cœur à l'origine de cette légende est bien celui de Robert Bruce. Chute et mort de Wallace. Après la défaite de Falkirk, Wallace démissionne de son titre de gardien de l'Écosse. Il est remplacé par un système de gardiens conjoints, et parmi eux, on retrouve justement Robert Bruce. Un détail important, car cela aurait été difficilement imaginable s'il venait tout juste de combattre les Écossais aux côtés des Anglais, comme le montre le film. Ensuite, Wallace disparaît presque complètement des sources. On sait très peu de choses sur les 7 années suivantes de sa vie. Une lettre du roi de France, datée de 1300, suggère qu'il se rend à Rome. Son objectif aurait été d'obtenir le soutien du pape pour la cause écossaise. Pendant ce temps, Édouard Ier veut toujours mettre la main sur lui. Le roi promet pour cela une récompense à celui qui capturera Wallace, mort ou vif. Finalement, en 1305, Wallace est capturé près de Glasgow. Il est livré aux Anglais par un autre Écossais, Sir John de Mantis, resté fidèle à la couronne anglaise. Wallace est alors emmené à Londres. Il est jugé pour trahison au palais de Westminster. Et paradoxalement, c'est à partir de là que le film colle le plus à la réalité historique. Lors de son procès, Wallace est notamment accusé d'avoir commis des exactions contre des civils. On lui reproche de n'avoir épargné ni les femmes, ni les enfants, ni même les religieux. Il faut signaler un détail important. Wallace ne conteste pas vraiment cette accusation. En revanche, lorsqu'on l'accuse d'avoir trahi le roi d'Angleterre, sa réponse est tout autre. Wallace oppose alors un argument resté célèbre. En substance, il explique qu'il ne peut pas être un traître. Mais pourquoi cela ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'a jamais prêté allégeance à Édouard Ier. Ce roi, dit-il, n'a jamais été son souverain et il ne le sera jamais. Mais cet argument ne change rien à l'issue du procès. Wallace est reconnu coupable sur tous les points. Il est alors condamné à être pendu, éviscéré et écartelé en public. L'exécution doit avoir lieu à Smithfield, un quartier de Londres. Elle se déroule le 23 août 1305.
Ce jour-là, on commence par traîner Wallace à travers les rues de Londres. Il est nu et attaché à des chevaux. Tout autour de lui, la foule le hue. Puis Wallace est pendu. Mais on ne le laisse pas mourir tout de suite, car il est encore bien vivant lorsque la suite du supplice commence. C'est ainsi qu'on l'étend sur un billot. Là, on lui arrache les membres, puis on les ventre. Ses entrailles sont brûlées devant lui, et ce n'est qu'ensuite qu'il est finalement décapité. Mais même après sa mort, son supplice n'est pas terminé. Sa tête est en effet plantée sur une pique et elle est ensuite exposée sur le pont de Londres. Les 4 parties de son corps sont envoyées dans différentes villes, Newcastle, Berwick, Perth et Stirling. Le message est très clair, elles doivent servir d'avertissement à tous ceux qui seraient tentés de se révolter à leur tour. Le film adoucit considérablement cette scène, il se concentre surtout sur le visage de Wallace et laisse une grande partie du supplice hors champ. Mais dans les grandes lignes, cette partie du récit reste fidèle aux faits. Avec tout de même une exception, le fameux dernier cri de Wallace, « Liberté ». Dans le film, il le hurle juste avant de mourir. Dans la réalité, compte tenu de l'état physique dans lequel il devait se trouver à ce moment précis, il est très peu probable qu'il ait pu prononcer quelque chose d'aussi audible et théâtral. Ce fameux « Liberté » relève donc presque certainement de la dramatisation cinématographique. Quant à Édouard Ier, le film prend encore une dernière liberté. Il laisse penser que le roi meurt juste après l'exécution de Wallace, et surtout qu'il apprend juste avant sa mort que la princesse Isabelle attend un enfant du héros écossais. Et pour cause, Édouard Ier survit encore 2 années après l'exécution de Wallace. Il meurt en effet de dysenterie en 1307, et lorsqu'il meurt, il est encore en campagne, une fois de plus, contre les Écossais. Isabelle, Wallace et Édouard. Parlons justement de cette fameuse liaison entre Wallace et la princesse Isabelle. Dans le film, leur relation devient un véritable secret d'État avec de lourdes conséquences. Mais historiquement, cette histoire ne tient tout simplement pas debout. Et pour une raison très simple, la chronologie. Isabelle de France, comme son nom l'indique, est née en France et elle ne met les pieds en Angleterre qu'en 1308, soit 3 ans après la mort de Wallace. Elle vient alors épouser le prince Édouard, le futur Édouard II. Et il y a un détail encore plus gênant. Au moment où le film l'a fait tomber enceinte de Wallace, Isabelle aurait eu dans la réalité à peine 10 ans. Wallace et Isabelle ne se sont donc jamais rencontrés. Et évidemment, ils n'ont jamais eu de liaison. Mais alors d'où vient cette idée ? Une fois encore, il faut remonter au poème du XVe siècle. Ce texte évoquait déjà une rencontre entre Wallace et une femme de la famille royale anglaise. Mais il ne s'agissait pas d'Isabelle, il s'agissait plutôt de Marguerite de France, l'épouse d'Édouard Ier lui-même. Et même cette version n'est pas confirmée par les historiens. Pourtant, le véritable personnage d'Isabelle mérite qu'on s'y attarde, parce que son histoire réelle est finalement bien plus marquante que celle inventée par le film. En effet, une fois mariée au futur Édouard II, Isabelle devient une figure politique redoutable. L'histoire la surnommera plus tard la Louve de France. Des années après les événements qui nous intéressent, elle entre profondément en conflit avec son mari. Pour cela, elle s'allie alors avec un noble anglais, un certain Roger Mortimer. Et c'est ensemble qu'ils organisent un véritable coup d'État permettant de renverser Édouard II. Puis, ils placent sur le trône leur fils, âgé de seulement 14 ans, un fils qui deviendra le roi Édouard III. Isabelle et Mortimer prennent alors le contrôle du royaume. L'ancien roi Édouard II meurt peu après en captivité. Les circonstances exactes de sa mort n'ont jamais été clairement établies, mais celle-ci a largement été attribuée à un assassinat commandité par Isabelle elle-même. Pourtant, le pouvoir d'Isabelle et de Mortimer ne va pas durer. Lorsque son fils Édouard III est en âge de régner, il décide de reprendre le pouvoir par la force. Mortimer est alors arrêté et il est ensuite exécuté pour trahison. Suite à ça, Édouard III écarte définitivement sa mère de la vie politique. Isabelle ne finit pas pour autant ses jours dans la misère, elle conserve un confort matériel considérable et c'est ainsi qu'elle termine sa vie loin des projecteurs, si l'on peut dire. Maintenant, revenons au prince Édouard, le futur Édouard II. Dans Braveheart, il est présenté comme un personnage faible et méprisant. Le film lui prête également une relation avec un conseiller nommé Philippe. Et à un moment du film, son propre père saisit ce fameux Philippe et le précipite par une fenêtre. Là encore, cette scène est une pure invention. Dans la réalité, le prince Édouard n'a qu'environ 13 ans à l'époque des événements racontés dans le film. Ce détail explique d'ailleurs pourquoi il n'est pas en position de diriger lui-même la répression contre les Écossais. À l'âge adulte, certains historiens pensent qu'Édouard II a effectivement pu avoir des amants masculins, mais aucune preuve définitive ne permet de le confirmer.
Le portrait qu'en fait le film reste donc sur ce point une caricature. Et la fameuse défenestration, eh bien, elle est entièrement inventée. Cette scène a d'ailleurs valu à Brevard des accusations d'homophobie. Certains critiques ont en effet estimé que le personnage était éliminé de manière particulièrement brutale, précisément en raison de son orientation sexuelle. Mel Gibson a répondu à ces accusations. Selon lui, dans la logique du film, Édouard Ier ne tue pas cet homme parce qu'il est l'amant de son fils, il le tue parce que le personnage du roi a été écrit comme un psychopathe. On peut trouver cette défense recevable ou non, mais elle a au moins le mérite d'être cohérente avec la manière dont Édouard Ier est construit dans le film. Et elle rappelle surtout une chose, ce personnage n'a plus grand-chose à voir avec le véritable souverain. Un dernier détail montre d'ailleurs jusqu'où va cette caricature. À un moment, le film suggère qu'Édouard Ier envisage de féconder lui-même sa belle-fille, puisqu'il estime ne pas pouvoir compter sur son fils. Or, dans la réalité, Édouard II et Isabelle ont eu 4 enfants. Après Wallace. Le film se termine sur une note triomphante. Robert Bruce, désormais roi d'Écosse, mène ses troupes à la bataille de Bannockburn en 1314. Juste avant l'assaut, il évoque le souvenir de Wallace, puis il plante son épée dans le sol. Ses hommes scandent alors le nom du héros disparu avant de foncer vers la victoire. Cette scène est belle, sauf que là encore, elle est largement inventée. D'abord, il y a un point de contexte que le film oublie totalement. Robert Bruce ne devient pas roi tout seul par un simple concours de circonstances. En 1306, il tue de ses propres mains un rival, John Comyn. Et il le tue d'ailleurs en pleine église à Dumfries. Quelques semaines plus tard, Robert Bruce se fait couronner roi d'Écosse. Son ascension au pouvoir est donc beaucoup plus brutale que ce que suggère le film. Elle est aussi beaucoup plus calculée. Ensuite, au moment de Bannockburn, plus de 8 années se sont écoulées depuis l'exécution de Wallace. Rien n'indique que son souvenir ait joué un rôle central dans la préparation de cette bataille. Robert Bruce, de son côté, ne prend pas une décision spontanée de dernière minute. Il est venu chercher l'affrontement, et cet affrontement a été préparé de longue date. La veille du combat, un événement assez incroyable se produit. Un chevalier anglais nommé Henry de Bohun charge directement Robert Bruce à cheval. Un duel individuel se déroule alors devant les deux armées. Robert Bruce esquive l'attaque, puis il tue de Bohun d'un seul coup de hache. Et tout cela se déroule sous les yeux de ses propres troupes. C'est ce genre de moment bien réel que le film aurait pu raconter. Au lieu de cela, il préfère inventer un hommage posthume à Wallace. Bannockburn est effectivement une victoire majeure pour les Écossais, mais contrairement à ce que suggère la fin du film, cette victoire ne met pas immédiatement un terme au conflit. En 1320, un groupe de nobles écossais rédige un texte qui restera dans l'histoire sous le nom de Déclaration d'Arbroath. Cette déclaration est adressée au pape. Elle affirme la souveraineté du royaume d'Écosse face à l'Angleterre et elle rejette toute idée de soumission. Le texte contient une formule restée célèbre, en substance, tant qu'il restera ne serait-ce que 100 Écossais vivants, jamais ce peuple n'acceptera de vivre sous domination anglaise. Cette déclaration ne suffit pas à elle seule à mettre fin à la guerre, mais elle marque un tournant symbolique fort dans la construction de l'identité nationale écossaise. Et aujourd'hui encore, elle continue d'être citée dans les débats politiques sur l'indépendance de l'Écosse. Il faut encore attendre 8 ans après cette déclaration, car ce n'est qu'en 1328 que l'indépendance de l'Écosse est enfin reconnue par un traité officiel. Et même alors, la paix ne dure pas. Une deuxième guerre d'indépendance éclate dès 1332. Les conflits entre l'Écosse et l'Angleterre vont ensuite se poursuivre par intermittence pendant encore plusieurs siècles. En 1603, un changement majeur se produit. Le roi d'Écosse, Jacques VI, devient également roi d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier. Les deux couronnes sont désormais réunies sous un même souverain, sauf que l'Écosse et l'Angleterre restent encore deux royaumes distincts avec leurs propres institutions. Il faut attendre 1707 pour que cela change. Cette année-là, les actes d'union réunissent officiellement les royaumes d'Écosse et d'Angleterre. Ils forment alors un nouvel État, le royaume de Grande-Bretagne. Le poème de Blind Harry. Il est temps de se demander d'où vient réellement cette version romancée de l'histoire de William Wallace. Et la réponse tient en un seul texte, un long poème du XVe siècle, intitulé « Les actes et aux faits de l'illustre et vaillant champion Sir William Wallace ». Aujourd'hui, on le connaît plus simplement sous le nom de Wallace.
Il est composé dans les années 1470 par un ménestrel écossais surnommé Harry l'Aveugle. Et ce texte pose immédiatement un gros problème. Il est écrit environ 172 ans après les événements qu'il raconte. Ce n'est donc absolument pas un témoignage de première main. Pourtant, Harry l'Aveugle affirme s'appuyer sur une source fiable. Il parle d'un manuscrit en latin rédigé par un certain John Blair. Selon Harry, cet homme aurait été l'aumônier personnel de Wallace. Il aurait également été son ami. Et toujours selon Harry, ce fameux manuscrit aurait été envoyé au pape. Sauf qu'il y a un problème, ce document n'a jamais été retrouvé. Et il n'existe aucune trace de lui dans les archives du Vatican. La plupart des historiens pensent aujourd'hui que ce manuscrit, providentiel si l'on peut dire, n'a jamais existé. Il s'agirait plutôt d'un argument d'autorité inventé par Harry pour donner davantage de crédibilité à son propre récit. Mais il faut aussi regarder le contexte dans lequel ce poème est écrit. À cette époque, une forme de paix semble à nouveau possible entre l'Écosse et l'Angleterre. Beaucoup voient donc dans De Wallace un texte à la dimension clairement patriotique, presque un outil de propagande anti-anglaise destiné à raviver le sentiment national écossais. Et le Wallace, décrit par Harry, n'a plus grand-chose d'un homme ordinaire. Il mesure plus de 2 mètres, il est quasiment invincible. Bref, Harry en fait un véritable surhomme, un personnage beaucoup plus proche de la légende que de la figure historique. Et il y a encore plus étonnant, certains chercheurs pensent que l'une des premières scènes de Braveheart pourrait venir d'une simple erreur de lecture commise par Harry lui-même. Vous vous rappelez de la scène ? Édouard Ier rassemble des nobles écossais sous prétexte de négocier la paix. Puis, il les fait tous pendre. Or, un poème plus ancien consacré à Robert Bruce racontait que des nobles avaient été condamnés in ar. À l'époque, cette expression juridique signifiait par un tribunal itinérant. Et Harry aurait mal interprété cette formule. Il l'aurait transformée en une véritable scène de pendaison collective. Autrement dit, une simple erreur de lecture pourrait être à l'origine de l'un des mythes les plus tenaces de toute cette histoire. Malgré son manque de fiabilité, le poème de Harry va pourtant devenir essentiel. Pendant des siècles, il reste à peu près la seule source, un tant soit peu détaillée sur la vie de William Wallace. Car en effet, les véritables documents historiques concernant Wallace sont extrêmement rares. Un exemple assez frappant permet de s'en rendre compte. Dans sa monumentale Histoire des peuples anglophones, publiée dans les années 1950, Winston Churchill ne consacre qu'une seule phrase à Wallace. Et ce n'est pas un cas isolé. La Scottish Historical Review est une revue savante publiée sans interruption depuis 1903. Sur les centaines de milliers de pages qu'elle a publiées, elle n'en a consacré au total qu'une poignée à William Wallace. Voilà donc le problème. D'un côté, nous avons un personnage devenu l'un des plus grands héros de l'histoire écossaise. De l'autre, nous avons très peu de documents contemporains permettant de raconter sa vie en détail. Et c'est précisément ce vide documentaire que le scénariste de Braveheart va combler. Pour le faire, il va s'appuyer presque exclusivement sur ce poème écrit plus de 5 siècles auparavant. De l'écriture à l'écran. Reste une question, comment un poème aussi peu fiable a-t-il pu devenir la base de l'un des films historiques les plus célèbres du cinéma mondial ? Eh bien tout commence avec un homme, un certain Randall Wallace. Randall Wallace est né dans l'État du Tennessee aux États-Unis et il est convaincu d'une chose, il descend directement de William Wallace. Pourtant, il n'a jamais apporté de preuves sérieuses de cette filiation. Et il y a un autre problème, aucun document historique ne mentionne d'enfant connu chez William Wallace. Autant dire que cette filiation est pour le moins difficile à démontrer. Mais le plus étonnant, c'est que Randall Wallace ignore pratiquement tout de William Wallace pendant une grande partie de sa vie. Tout change lorsqu'il entreprend un voyage en Écosse pour explorer ses propres racines familiales. Près du château d'Édimbourg, il tombe sur une statue du héros écossais. C'est là qu'il découvre son histoire pour la première fois. À l'époque, il faut le rappeler, William Wallace reste un personnage relativement peu connu, notamment en dehors des cercles d'historiens spécialisés. Randall Wallace est fasciné par ce qu'on lui raconte, il décide alors d'en faire un scénario. Et pour l'écrire, il s'appuie essentiellement sur le poème de Harry l'Aveugle. Le scénario attire rapidement l'attention de plusieurs studios. Pendant un temps, le réalisateur Terry Gilliam est même pressenti pour le mettre en scène, ce qui aurait sans doute donné un film radicalement différent. Finalement, c'est Mel Gibson qui prend le projet en main et il ne se contente pas de le réaliser. Il décide également d'incarner William Wallace. À ce moment-là, Gibson n'a pourtant réalisé qu'un seul film, un drame au budget modeste intitulé L'homme sans visage.
Mais au départ, Gibson ne pense même pas jouer Wallace, car en effet, il se considère trop âgé pour le rôle. Il envisage donc de le confier à un autre acteur. Deux noms sont notamment évoqués, Brad Pitt et Jason Patric. Mais les investisseurs posent une condition. Pour financer le projet, ils veulent un visage suffisamment connu sur l'affiche. Finalement, Gibson accepte donc d'incarner lui-même Wallace. Reste maintenant à trouver l'argent. Et là encore, les choses se compliquent. Le budget tourne autour de 72 millions de dollars. La Warner Bros. Propose de financer l'intégralité du film, sauf qu'elle pose une condition. Gibson doit accepter de tourner un 4e volet de L'Arme Fatale. L'acteur refuse et c'est finalement la 20th Century Fox qui finit par apporter les 2/3 du budget. Sauf qu'il manque toujours le reste. La Paramount envisage de compléter la somme. Seulement, le studio réclame en échange une part des recettes jugées excessives. Les négociations deviennent particulièrement tendues. Selon une anecdote souvent racontée par Gibson lui-même, une réunion finit même par tourner à l'affrontement. Dans un excès de frustration, Gibson aurait jeté un cendrier contre un mur. Quelques jours plus tard, Paramount accepte finalement de compléter le financement et le tournage peut commencer. Une grande partie se déroule dans les Highlands écossaises, notamment pour profiter des paysages. Mais les grandes scènes de bataille posent un autre problème. Il faut en effet énormément de figurants et la production n'a pas les moyens suffisants pour mobiliser autant de monde en Écosse. La plupart des grandes scènes de bataille sont donc finalement tournées en Irlande. Et pour remplir les champs de bataille, la production fait appel à des réservistes de l'armée irlandaise recrutés comme figurants. Contre toute attente, le pari va être payant. Braveheart sort en 1995 et le film remporte plus de 210 millions de dollars dans le monde. C'est très largement supérieur à son budget initial. Mais le véritable triomphe arrive quelques mois plus tard, en mars 1996, lors de la 68e cérémonie des Oscars. Braveheart obtient 10 nominations. Et surtout, il repart avec 5 récompenses. Meilleur film, meilleur réalisateur pour Mel Gibson, meilleure photographie, meilleur maquillage et meilleur montage sonore. Cette victoire surprend une partie du public, tout simplement parce que cette année-là, 2 autres films font figure de favoris. D'un côté, il y a Apollo 13, le film raconte l'histoire de la mission spatiale américaine avortée, et il est notamment réputé pour son grand souci d'exactitude historique. De l'autre, il y a Babe, une comédie dramatique australo-américaine qui raconte l'histoire d'un cochon remportant un concours de conduite de troupeau. Pourtant, aucun des deux ne repart avec l'Oscar du meilleur film. Car au final, c'est donc Braveheart qui l'emporte. Sauf que ce triomphe aux Oscars s'accompagne d'un phénomène beaucoup moins glorieux. Dès sa sortie, le film provoque un flot de critiques dans le monde universitaire. L'historienne Sharon Crossa, spécialiste reconnue du Moyen-Âge écossais, résume l'ampleur du problème avec une formule restée célèbre. Selon elle, pratiquement rien n'est exact dans le film. Ni les événements, ni les dates, ni les personnages, ni les noms et encore moins les vêtements. L'écrivain britannique John O'Farrell ira encore plus loin dans son propre livre d'histoire. Selon lui, il aurait été impossible de rendre le film encore plus inexact. À moins, dit-il, d'ajouter un chien en pâte à modeler au casting. Et les critiques ne s'arrêtent pas là. Le journal britannique Sunday Times classera même Braveheart au 2e rang des films historiques les plus inexacts jamais réalisés. Et le plus amusant, c'est le film qui occupe la première place. Il s'agit d'un autre film porté par Mel Gibson, Le Patriote. Sorti en 2000, celui-ci prend lui aussi énormément de liberté avec l'histoire, mais cette fois avec la guerre d'indépendance américaine. Face à toutes ces critiques, Mel Gibson va donner plusieurs explications au fil des années, et elles sont parfois contradictoires. Peu après la sortie de Braveheart, Gibson assume les libertés prises avec l'histoire. Il les explique notamment par les contraintes du cinéma. En substance, son argument est simple, il travaille dans l'industrie du divertissement et il n'est pas historien. Mais des années plus tard, son discours semble évoluer. Gibson affirme alors que l'histoire avec un grand H ne serait pas toujours entièrement vraie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle serait écrite par les vainqueurs. Et cette déclaration est assez intéressante, parce qu'elle se rapproche beaucoup plus de la phrase d'ouverture de Braveheart que de la position plus modeste d'un réalisateur qui reconnaît simplement avoir pris quelques libertés pour les besoins du spectacle. L'historienne et journaliste britannique Alex von Tunzelman résume bien le problème posé par cette manière de présenter le film. Dès le début, Braveheart affirme en quelque sorte qu'il va raconter une histoire que les historiens anglais auraient cherché à étouffer. Et selon elle, cette manière de présenter les choses permet au film de se protéger par avance contre les critiques. Autrement dit, Braveheart ne se contente pas de prendre des libertés avec l'histoire, il prétend en creux raconter la véritable histoire. Sauf que ce n'est tout simplement pas le cas. Cela dit, il faut tout de même reconnaître une certaine part de vérité au scénario. Même en laissant de côté
tous ces excès, les Écossais de cette période subissent bel et bien une domination anglaise réelle. Et Édouard Ier mène effectivement une politique de conquête particulièrement dure. Simplement, la réalité historique est comme toujours beaucoup plus nuancée qu'un simple duel entre un héros et un tyran. Avant de se quitter, revenons sur cette ultime ironie de l'histoire. Brevard a beau être en effet historiquement très approximatif, c'est le moins qu'on puisse dire, son influence sur l'Écosse réelle a été considérable. Le film sort en 1995, à une époque où la question de l'autonomie écossaise revient au premier plan. 2 ans plus tard, en 1997, les Écossais votent massivement en faveur de la création d'un Parlement écossais. Certains responsables politiques et commentateurs ont même parlé d'un effet Brevard, tant le film avait remis William Wallace et l'idée d'indépendance écossaise dans l'imaginaire populaire. Évidemment, Brevard n'a pas créé à lui seul ce mouvement politique, qui effectivement existait depuis bien longtemps. Mais voilà, c'est peut-être son héritage le plus étonnant. Un film qui réinvente largement l'histoire de l'indépendance écossaise a fini par participer lui-même au débat sur l'avenir de l'Écosse.